Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité d'aujourd'hui a gradué en médecine en 1994 et a effectué sa résidence en cardiologie entre 1994 et 1996. C'est par le passage d'une scolarité totalement reçue dans une école juive avant d'accéder au collégial que mon invité a pu accéder à la profession qui l'occupe depuis près de 30 ans. Dès le début de sa pratique, il a participé activement à la formation médicale continue en présentant plus de 500 conférences locales, régionales et nationales. C'est au Centre hospitalier Pierre Boucher qu'il a occupé le poste de directeur de l'enseignement médical continu durant 8 années consécutives. Ses implications professionnelles lui ont valu plusieurs certificats, alliances et reconnaissances professionnelles. Impliqué de manière très active sur les réseaux sociaux afin de lutter contre la désinformation et aussi afin de transmettre de l'information en temps de COVID-19, il a aussi débuté un podcast, À votre santé, axé sur l'information médicale s'adressant à la population en général. Père de 4 enfants dont Emmanuel, 20 ans, Chloé, 17 ans, Michaela, 13 ans et Samuel, 3 ans et demi, en plus d'être le chef de sa tribu bien active, c'est en tant que DJ qu'il occupe parfois ses passe-temps au grand bonheur de ceux qui l'appellent affectueusement Dr DJ. C'est donc certainement sur un rythme effréné et sans trop de pression que j'accueille avec grand plaisir mon invité, Dr Éric Sabat. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Merci, Madame Potvin, de cette belle introduction. Merci beaucoup, lien ça me fait un grand plaisir. Et la pression. Très plaisir d'être ici. Mais vraiment plaisir. J'admire votre podcast également, donc quand vous m'avez tenu l'invitation, sans hésitation, je suis là. C'est un très beau sujet, une belle vocation. Je suis très fier d'être là. Je pourrais vous dire rendre l'appareil aussi parce que je vous remercie beaucoup d'avoir accepté parce que naturellement, on sait que cardiologue, vous avez du pain sur la planche, vous travaillez beaucoup, vous êtes souvent sollicité. Être médecin, c'est plusieurs heures d'investissement. C'est sûr qu'il faut une journée de lendemain de garde pour pouvoir venir ici. Là. Donc, c'est mon cas, une journée de repos. Mais comme j'ai une passion que je partage avec vous, je suis là. Et puis, nous allons passer un beau moment ensemble. Un bon moment ensemble. On va apprendre à vous connaître. Vous allez nous parler de votre spécialité. Vous allez nous parler justement de l'action que vous avez prise à ce moment-là en temps de COVID, de vouloir vraiment y mettre du vôtre pour vraiment démystifier les informations et tout ça. Mais avant tout, donc, vous êtes arrivé au Québec à l'âge de 4 ans. Oui, très bien. Vous êtes originaire du Maroc? Exactement. Je peux parler de mon parcours. Donc, je suis arrivé du Maroc. J'avais 4 ans. Donc, j'ai fait toute ma scolarité ici. 4 ans, quand on arrive au Québec, en fait, je suis de religion juive. Il y a eu une grosse migration du Maroc des Juifs à cette époque-là. Donc, certains ont choisi le climat, sont allés vers Israël ou Miami. D'autres ont choisi la langue, parce qu'on parlait français. Donc, ils sont allés en France et une communauté est venue s'installer au Québec. Donc, je me suis installé là avec mes parents. C'était très simple. On avait très peu d'argent. Et puis, on était accueillis par, disons, il y avait une communauté qui nous aidait au début et une école qui nous accueillait, une école juive privée, avec des aides financières, bien sûr. Et c'est là que j'ai fait toute ma scolarité, de la garderie maternelle, primaire, secondaire, jusqu'au secondaire 5, toute ma scolarité dans cette école-là. Et mes amis sont restés jusqu'aujourd'hui. Mes amis d'enfance, ce sont mes amis pour la vie. Hein. Vous pouvez imaginer ce que ça représente, même si on s'est perdu de vue par la suite dans le parcours. Lorsqu'il a fallu aller vers le cégep, alors là, ça a été, disons, ma première... C'est fou de dire que je vis au Québec pendant toutes ces années, mais sans avoir des amis proches qui sont canadiens-français. Mais en fait, vous aviez des amis qui vous ressemblaient. C'était une communauté qui vous tenait. Donc, même si vous étiez hors pays, vous aviez une communauté qui vous soutenait et des gens qui vous ressemblaient. Exactement. Et là, arrivé au cégep, c'est plus Alors là, c'était la découverte. Alors, exactement. Alors là, je me rappelle très bien là, au secondaire, quand il fallait choisir le passage au cégep, beaucoup choisissaient de se suivre dans un même cégep. On dit, on va tous aller à tel cégep pour être ensemble, mais
J'avais pris le choix que non, et puis on m'avait conseillé que peut-être ça serait mieux de quitter un petit peu le noyau amitié. Si tu veux vraiment t'investir dans les études, c'est mieux d'aller dans un endroit et découvrir. Je vous cache pas que j'avais une certaine anxiété et j'étais très timide. J'étais réellement timide. Pas à l'école comme telle, mais quand il s'agissait de quitter le milieu. En société, j'étais timide. On ne peut pas dire que j'avais développé vraiment des capacités de communication et d'ouverture. Et puis, j'ai justement... Alors, à mon arrivée, j'ai choisi le cégep Bois-de-Boulogne. J'étais un des seuls juifs. On était peut-être 2 ou 3 juifs au cégep. Et je me rappelle très bien, les gens étaient un peu fascinés par l'accent, un peu. L'accent est différent. Comment ça se fait que tu es là depuis tant d'années, puis tu as gardé ton accent? Je sais pas, j'ai pas la réponse, mais un accent, ça se garde et ça se perd pas. Mais je me rappelle de ce moment où je me disais, il va falloir que je m'adapte. Je me rappelle, il y avait un groupe d'amis là qui s'était mis autour de moi et quelqu'un avait dit, regarde, Eric, et il avait dit, venez voir, qu'est-ce que j'ai dans ma main? Ça commence par E. Je lui ai dit, je sais pas. Il dit, rien. Et puis là, tout le monde a commencé à rire. Et là, moi, j'ai dit, oh my God, j'ai du chemin à faire. J'ai du chemin à faire pour m'adapter. Puis pour m'adapter, ça s'est fait très bien. J'ai eu des très bons amis. Mais il y a eu un moment clé, je te dirais. Et ça, j'aimerais ça en parler pour tout étudiant là qui va au cégep et qui aspire et qui espère c'est une compétition. Le cégep, veut pas, on a des amis qui nous aident, on s'entraide, mais quelque part, il y a une certaine compétition si on veut aller en médecine, par exemple. Et donc, je me rappelle qu'il y avait un cours de français, alors que le français n'a jamais été mon problème à l'école, vraiment pas, au contraire. Mais ce cours de français avait une prof en particulier qui... on sentait qu'il y avait quelque chose de pas correct, un peu de racisme. Un peu de racisme. Oui. C'était pas juste moi. Au début, dès la première visite, dès qu'il y avait un nom étranger, elle nous faisait monter au tableau pour l'écrire parce qu'elle disait, je comprends pas comment vous écrivez, venez le montrer à tout le monde. Et puis là, à un moment donné, je me rappelle de ce cours-là, je vais raconter l'anecdote parce que mes amis en rient jusqu'aujourd'hui. Elle disait, il y a du sexisme dans la langue française. Alors, elle voulait faire le cours sur le sexisme dans la langue française. Et elle disait, j'essaie de comprendre, de façon tout à fait sans prétention, j'essaie de comprendre le cours. Alors, elle disait, on dit une maison, un château. On dit une chaise, on dit un fauteuil. Alors là, j'ai levé ma main, je dis, madame, mais on dit un banc aussi, c'est plus petit, alors je comprenais pas. Mais quand j'ai osé dire ça, elle m'a regardé d'un air et j'ai senti, oh my God, non, cette question n'était pas bonne. Un cours plus tard, j'avais le soleil qui me tapait sur la tête, j'ai baissé le rideau, parce que vous êtes dans l'enseignement, hein, vous connaissez. J'ai baissé le rideau, elle m'a regardé, elle m'a dit, ici au Québec, on aime le soleil. Là, j'ai compris que j'avais un problème. J'avais un problème parce que là, j'ai une prof qui m'a pris en aversion. En grippe, oui. Et ça peut arriver, peut arriver. Et je suis allé voir donc mon API, à l'époque on appelait l'API, qui m'a conseillé d'abandonner ce cours dans le cas particulier que je vivais. Et j'avais une angoisse. Je me suis dit, comment ça paraît un cours qu'on abandonne quand on veut appliquer au cégep? En médecine, encore plus. En médecine, encore plus. Il m'a dit, chef, tu dois abandonner ce cours. Et je le remercie de m'avoir donné ce conseil. Le cours d'été que j'ai pris par la suite était totalement différent. En fait, après 2 cours, il m'a dit « Reste chez toi et reviens pour l'examen. » Parce que j'étais là avec des gens qui avaient des difficultés même à s'exprimer. Donc, ce cours d'été m'a fait complètement sortir de la moyenne du groupe, bien entendu, et m'a permis d'appliquer en médecine sans difficulté. Alors, ça, c'est un premier message qu'au cégep, des petites choses dans la vie comme ça, des petits moments, de ne pas les vivre des petites décisions peuvent changer une vie. C'est malheureux, mais c'est vrai. L'autre chose, et puis ça, je veux le souligner parce que c'est un prof qui a changé ma vie. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'ai fait la recherche, j'ai essayé de le retrouver. Il s'appelle Christian Lioré. Il était enseignant à Bois-de-Boulogne. Et quand j'étais rentré, un des cours de français, c'était on va faire une pièce de théâtre. Et moi, dans ma timidité, je me dis, oh my God, non, pas question. Je vais faire le son, je vais faire l'éclairage. Dans ma tête, c'était le son ou l'éclairage. Et alors, il a simplement demandé, pendant 2 minutes, je voudrais que vous me proposiez chacun une pièce qu'on va choisir parmi celles-là. Il nous a écouté parler 2 minutes, bref. Et il a dit, la semaine prochaine, je vais choisir.
et on va distribuer les rôles. Ben, cette semaine, tellement j'étais angoissé, je ne me suis pas présenté au cours. J'ai dit, je vais prendre ce qui reste. En m'écoutant parler 2 minutes, il m'a attribué le rôle principal de la pièce. Alors, je me suis évanoui quasiment quand je suis revenu la semaine suivante. On m'a dit, tu as le rôle principal. Et ce prof m'a pris individuellement et il a changé ma vie. Un cours de théâtre a changé ma vie, a permis de m'exprimer. Il a vu que c'était vous qui en aviez le plus besoin. Probablement. Ah oui. Je ne suis pas maître d'enseignement, mais il a senti quelque chose. Il a senti en 2 minutes, en m'écoutant parler, il a senti quelque chose que j'avais peut-être la capacité, mais la timidité, et il m'a pris individuellement pendant des heures. Et la pièce de théâtre était mémorable. Et puis de là, les entrevues de médecine qu'on a besoin d'être à l'aise. Vous avez donné des conférences. Et puis le parcours des conférences, je lui dois et je lui tire ma chandelle. J'ai cherché à le remercier, à le retrouver, j'ai jamais pu. Mais je voulais absolument raconter comment mon passage à Bois-de-Boulogne a été marqué par des décisions comme ça, mais qui changent une vie finalement. Des gens sur notre parcours qui font parfois la différence. Absolument, absolument. Les profs, moi je leur tire mon chapeau parce que dans l'enseignement, la plupart des gens qu'on croise en médecine, par exemple, on leur dit pourquoi tu as choisi la cardiologie ou la gastroentérologie ou la neurochirurgie? Tout le monde va venir et dire j'ai été influencé par tel enseignant, tel médecin dans mon parcours. C'est rarement quelque chose qui a été décidé bien avant. C'est souvent le parcours de la résidence qui nous ouvre des portes. Ou qui font changer la trajectoire. Qui font changer une trajectoire, absolument. Alors ça a été mon parcours. Et puis je suis entré en médecine à l'Université de Montréal tout de suite après le cégep. Alors donc, et vous avez choisi la cardiologie. Pourquoi la cardiologie? Possiblement une influence, comme vous le dites. Alors ça, c'est cute. Je savais que vous alliez poser cette question. Je vais être honnête, parce qu'il y en a qui vont vous parler de passion, il y en a qui vont vous parler, qui ont toujours voulu. Alors, je marchais dans le corridor, on était en résidence. Pour entrer en cardiologie, on fait d'abord le tronc commun qu'on appelle la médecine interne. La médecine interne, on étudie un peu de toutes les spécialités et arrive une date limite où on doit se prononcer, on veut faire telle chose. Ou rester en médecine interne et rester le Dr House, si vous voulez. Oui. Le Dr House de toutes les spécialités. Bon. Alors là, je marchais dans le corridor de Notre-Dame et je vois mon ami, il m'a dit « Qu'est-ce que tu as choisi finalement ?» Je dis « Quoi ? On est rendu à la date limite, il fallait choisir là ?» Il me dit « Ben oui, c'est aujourd'hui, c'est sérieux. » Je dis « Qu'est-ce que tu as choisi toi ?» J'ai « Cardiologie. » « OK, je vais choisir la cardiologie. » Donc, c'est l'influence amicale de dernière minute. En 2 ans de parcours de différentes spécialités, c'est tellement difficile. On aime un peu ci, on aime un peu ça. Dire qu'on a un coup de cœur intense. Moi, j'ai pas vécu un coup de cœur intense d'une spécialité en particulier. Je m'adaptais comme ça allait. Puis la cardiologie, c'était un choix comme un autre. Et une fois qu'on rentre dedans, on se donne et vous apprenez à aimer. On apprend à aimer, puis on ne connaît rien d'autre ensuite. Enfin, on ne connaît pas rien d'autre, mais je veux dire, on se donne là-dedans. Vous spécialisez. Et la spécialisation fait en sorte qu'on devient passionné de notre spécialité. Alors, ça aurait pu être la gastro, ça aurait pu être autre chose, mais cette journée-là, c'était la cardiologie. Bon. Aussi simple que ça. Ça aurait pu être une belle fille qui dit, moi, je m'en vais en dermato. J'aurais dit. Donc, ça a été votre parcours. J'aurais dû rencontrer quelqu'un qui était en ophtalmo. Oui, c'est ça. Mais je vois aussi dans votre parcours que quand même, le désir de transmettre vos connaissances sont arrivés rapidement dans la médecine. Donc, vous avez fait des conférences, vous avez partagé, vous assistez justement. Donc, ça aussi, ce fait de vouloir, puis là, ça continue avec les médias sociaux, de transmettre vos connaissances, de vulgariser justement votre domaine, etc. Oui, exact. Ça, je te dirais, j'ai toujours dit aux étudiants, à mes enfants en tout cas, que l'apprentissage du français, elles adorent les sciences, mais je leur ai dit, si vous ne maîtrisez pas votre langue, le français, vous n'irez pas loin dans ce que vous ferez. Alors moi, le français, autant au secondaire qu'au cégep, c'était important. J'ai eu des profs exceptionnels qui m'ont influencé dans l'apprentissage du bon parler, etc. Et en fait,
j'ai été remarqué par des représentants qui me rencontraient et qui aimaient simplement me parler. Puis il faut dire que certains médecins n'ont pas non plus une approche amicale avec les représentants. Moi, j'étais plutôt du type simpliste, low profile. J'accueillais les représentants. Je parle beaucoup des représentants parce que réellement, l'enseignement médical aux autres médecins se faisait beaucoup par la pharmaceutique. Autant de mal on en disait de la pharmaceutique, mais il faut dire qu'il y a énormément d'investissements dans l'enseignement médical, et pas juste pour pousser des produits, vraiment pour former des programmes neutres. Et donc, quand on a remarqué que j'étais facile d'accès et que je verbalisais facilement, on m'a proposé de donner des conférences. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça a fait boule de neige. J'ai vu que j'aimais ça. J'ai vu que j'aimais aller rencontrer des médecins et voir comment ils appréciaient en savoir un peu plus sur ma spécialité. Et puis, ça créait des liens, ça créait des ponts. Et j'ai toujours été fervent de la médecine multidisciplinaire, avec un contact avec les médecins de première ligne, amical. Si vous avez un problème, appelez-moi. Pas besoin d'avoir trop de barrières. Malheureusement, je vous le dis, c'est l'approche gouvernementale qui a créé les barrières actuelles. Un médecin de famille ne peut plus décider, je veux envoyer tel patient voir le cardiologue que je trouve sympathique. Il doit appliquer dans une banque de données. Et le cardiologue sera sélectionné par cette banque-là. Donc, ni le patient ni le médecin ne peut nécessairement vouloir diriger vers un spécialiste. Alors, ça a créé une petite distance, ça a coupé un petit peu ces liens qu'on pouvait avoir tissés avec des généralistes. Oui, parce que c'est ça, il y a une restructuration qui a été faite, puis en plus avec le manque de médecins, alors ça doit paraître aussi. Est-ce que ça a les résultats escomptés de ce changement-là? Non, je vis beaucoup de problèmes, pas simplement moi, mais je vous donne un exemple. Je voulais pas en parler sur cette plateforme, mais pourquoi ne pas être transparent, là? On parle beaucoup du manque d'accès aux spécialistes. On parle beaucoup même du manque d'accès en première ligne. Bon. Mais pour ce qui est, par exemple, du manque d'accès en spécialité, alors nous sommes, dans mon bureau, nous sommes 9 cardiologues, ce qui est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de bureaux qui regroupent autant de médecins. Mais cette centrale qui est supposée distribuer les consultations a pour politique qu'elle ne peut pas nous en envoyer tant, un si grand nombre à toutes les semaines, parce que ça serait un peu une injustice pour d'autres cliniques où l'attente est plus longue. Alors là, on est en train de se battre là-dessus. Donc, vous pourriez en prendre plus au nombre de cardiologues, que vous pourriez voir plus de patients. Absolument. Mais vous n'en voyez pas parce que... On a des trous. On crée des trous volontairement. On est tellement nombreux qu'on pourrait voir des patients en 2 semaines, en spécialité. Mais on doit se battre avec eux pour qu'ils nous en donnent plus. Et ils nous disent, écoutez, là, vous êtes une clinique. Pour eux, on est une clinique. Et il y a d'autres cliniques avec 2 cardiologues qui doivent avoir leur part de... Donc, ils vont vous considérer comme une clinique avec 1 ou 2 ou 3 Je découvre ce problème. Cardiologues. On est en pleine découverte de ce problème. Et puis, c'était tellement grossier, on est tellement embarrassé qu'on s'est dit, on va explorer un peu plus. Puis on va même sortir dans les médias si ça continue. Oui, parce que possiblement que c'est un réajustement à faire. Des fois, il s'agit d'une personne qui a un peu un manque de jugement ou qui, sans le vouloir, c'est pas nécessairement de façon insidieuse ou quoi que ce soit, c'est juste que la personne ne réalise pas de dire, on peut pas traiter une clinique avec 9 cardiologues comme une clinique où il y en a seulement 2. On ne peut pas dire, pour respecter le volume de la clinique de 2, devrait avoir le même volume que la clinique de 9. C'est très difficile à comprendre. Quand on n'est pas impliqué comme médecin dans la gestion des choses, on n'a aucune idée. C'est de la bureaucratie. C'est de la bureaucratie. On n'a aucune idée. Nous, on attend les demandes qui nous parviennent maintenant de cette centrale. Avant, on recevait les demandes qui nous venaient de chaque clinique référente. Qui savait, un médecin de famille qui savait, lui, tiens, regarde, donc c'est plus le cas. C'est plus le cas. Donc, alors, depuis cette restructuration, nous, personnellement, comme grand groupe, on n'en bénéficie pas. Peut-être. Donc, vous pourriez voir plus de patients. Présentement, oui. Présentement, oui. C'est gênant à dire, mais oui, on pourrait voir des patients dans de 2 semaines. Et les gens ne comprennent pas.
Les gens ne comprennent pas quand ils appellent d'urgence à la clinique. On dit, OK, rendez-vous dans 2 semaines. Dans 2 semaines, pour des cardiologues, oui, on est suffisamment nombreux pour gérer un plus gros volume. Volontairement créer des places dédiées à des cas qui pourraient être urgents, mais on ne reçoit plus cette demande venant des cliniques directement. On est rationné, si vous voulez. Alors ça, c'est très frais. Puis, vous êtes la première à le savoir. J'ai un scoop! Mais écoutez, on est en train... C'est en parlant qu'il faut améliorer la situation. On gratte la situation, on essaie de comprendre, Alors, vous voyez le temps qu'on doit perdre, là, on doit essayer de comprendre comment ça fonctionne avant d'en parler publiquement. Mais là, je l'ai fait un peu plus vite parce que je suis en podcast, mais quand même... mais c'est quelque chose que vous vivez présentement, qui vous interpelle. Oui, présentement. On est là-dedans. On est là-dedans et c'est malheureux. C'est fou. Oui, parce que vous devriez, au lieu d'investiguer pour savoir pourquoi ça se passe, vous devriez être en train de faire des consultations et de voir des patients. Oui. Effectivement. Exactement. Donc, non, puis il y a tellement de gens qui attendent à voir des spécialistes et puis de savoir ça. Aucun doute. C'est une bureaucratie derrière ça, donc d'investiguer. En tout cas, je vous invite à... Je ne suis pas inquiète pour vous vraiment d'aller chercher l'information, de dénoncer ça. Oui, nous explorons, puis on n'est pas dans l'attitude confrontative, là, mais on veut comprendre et on veut simplement que l'équilibre soit rétabli, parce que ça n'a pas de sens. Parce que c'est normal. C'est normal qu'une clinique avec 9 cardiologues peut avoir un plus grand volume de patients qu'une clinique avec 2 cardiologues. Puis c'est correct, normal. Le soleil brille pour tout le monde. C'est sûr que cette clinique-là qui rejoint 9 cardiologues, va être peut-être plus prospère. C'est normal, il y a 9 cardiologues. Et je suis certain qu'au ministère, ils ne savent pas ça. Là. Non, c'est ça, je vous dis. Comme vous dites, c'est un glitch bureaucratique. Exactement, c'est quelqu'un quelque part là, qui... C'est un glitch bureaucratique. C'est ça qui n'est peut-être pas très... oui, c'est ça qui n'est pas... Alors moi, donc, pour revenir à mes conférences, donc j'ai donné beaucoup de conférences aux médecins généraux. Oui. J'adorais me déplacer dans leur clinique, découvrir leur clinique sur l'heure du midi. Ils n'arrêtent pas de voir des patients pour ça. J'allais sur l'heure du midi, moi aussi je courais, je revenais continuer mon bureau. Et puis on allait, je présentais 45 minutes, et puis je quittais, puis on tissait des liens, c'était agréable. Jusqu'à ce que la pandémie ait sévi. Et là, les conférences sont devenues par Zoom. Alors là, c'est différent. Là, tu es quelqu'un qui aime donner des conférences et voir la personne devant toi. Ça déshumanise un petit peu. Oui, complètement. Donc, on pouvait même me dire, c'est fantastique, il y a 50 médecins à l'écoute, 70 médecins à l'écoute. OK, moi, j'ai un écran à l'écoute. Tout ce que je vois, c'est un écran à l'écoute. Et on m'a demandé à un moment donné de faire 2 heures de conférence devant mon écran. Et après 1h30, c'est comme passer quelque chose dans mon cerveau. Il me dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai aucun feedback. Je ne sais pas si les gens ont abandonné, sont partis, sont restés. Je suis en train de parler à mon écran. C'est tellement bizarre. J'ai eu un moment de dire, non, c'est important, oui, mais c'est pas agréable. C'est pas agréable. Et d'où l'idée de parler plus au public et d'avoir un feedback immédiat. Parce que ça, c'est quelque chose d'enrichissant et c'est quelque chose, c'est un high. C'est un high de parler au public et d'avoir une réaction. Parce que quand on fait une conférence sur Zoom à des médecins, 2-3 semaines plus tard, on nous envoie ça a été bien, une bonne conférence. C'est tout. C'est pas, moi, je regarde ça, je mets ça dans les poubelles. C'est bien, c'est correct. Je sais que j'ai parlé correct. Mais c'est pas d'avoir la réaction instantanée des émotions ou des questions où on voit qu'on aide instantanément sans faire d'efforts, parce que c'est dans notre nature, c'est des connaissances qui nous coûtent rien à donner. Alors donc, ce feedback, ça a été quelque chose de particulier. Là, ça a dû reprendre, là, les conférences, ça doit reprendre. Les conférences présentielles commencent à revenir. Ça a été plutôt les normes sévères que les compagnies pharmaceutiques se sont données, parce que toutes ces conférences coûtent de l'argent, il faut le dire, là. C'est pas la faculté de médecine qui paye pour cet argent-là. C'est pas de ma poche non plus que je vais aller enseigner à des médecins généralistes. Ce ne sont pas les généralistes qui vont me payer pour venir leur donner une conférence, mais eux doivent accumuler des crédits de formation
quelqu'un doit s'occuper de faire des programmes de formation. Ça revient encore à la pharmacie. Les mauvais pharmaceutiques, c'est ça. Tous ceux qui pensent qu'il n'y a que du mauvais dans la pharmaceutique, malheureusement, il n'y a pas que du mauvais. Et les formations qui sont payées par la pharmaceutique depuis des années maintenant sont scrutées à la lettre pour qu'il n'y ait aucun biais commercial. Et alors, je suis très à l'aise de les donner. Souvent, on ne sait même pas de quelle compagnie il s'agit quand on donne une conférence. Alors donc, tant que les compagnies ne pouvaient pas réinvestir et se redéplacer présentiellement dans des bureaux de médecins, il y a eu très peu de conférences présentielles qui se sont redonnées. Là, ça recommence. C'est différent des congrès. Les congrès, ça, c'est autre chose. Les congrès internationaux, là, on y va pour apprendre. Là aussi, ça recommence. C'est plaisant. On va voir des confrères, on échange. Mais donner des conférences aux médecins, eux doivent accumuler ces crédits. Il faut que ça se fasse. Et c'est souvent via la pharmaceutique que ça se fait. Oui, parce que vous devez toujours avoir une formation continue. Quand on est médecin, tout le temps. Il faut tout le temps être Et pendant en la formation. pandémie, c'était pas facile d'accumuler ces crédits-là. Parce que, on était demandé, sollicité énormément à faire des fonctions dont on n'avait pas toujours l'habitude de faire. Et moi, je vais vous donner mon cas en particulier. J'ai arrêté de lire sur la cardiologie. Je vais vous parler du début de la pandémie parce qu'on parce que vous avez pris position par rapport à des informations. Comment vous êtes, parce que vous êtes arrivé sur les médias sociaux, là, vous avez commencé à démystifier les choses. Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette action-là, le jour 1? Je vais être honnête. Jour 1, je l'ai le jour 1. Dans les médias sociaux, sur Facebook en particulier, parce que j'étais pas sur d'autres plateformes, on va dire, tu étais le vieux jeu Facebook, mais c'était ma plateforme. C'est notre génération, hein, donc... Mais j'ai quand même des jeunes enfants. J'ai découvert TikTok, j'ai découvert la puissance des autres réseaux, j'ai découvert par la suite. Mais, alors, sur Facebook, j'avais peu d'amis, mes amis proches, c'est tout. C'était ça, mes amis. J'ai accepté mes amis, j'en avais une 60aine d'amis proches, 70, centaine maximum. Et alors, j'ai vécu... Je voyais apparaître cette pandémie en Chine. Et là, quand ça a touché l'Italie, je connaissais un médecin particulièrement en Italie qui me communiquait parce qu'il était un résident que je connaissais. Il me disait, Éric, tu n'as pas idée de ce qui se passe là. On n'est pas... ici, c'est pas la Chine perdue. Là, on est dans un centre hospitalier majeur. Les gens arrivent comme des fourmis en train d'être malades comme des fous. On est en train de transformer nos salles de soins, de conférences en soins intensifs. Il a dit, on n'a jamais vu ça. Et nous, on n'avait rien de ça encore. Là. Et là, moi, il me disait ça. Alors là, il m'a dit, mais va voir nos vidéos sur Twitter. Et là, j'ai exploré ça. Et c'était mon premier contact avec Twitter. Et je ne comprenais pas parce qu'il parlait en italien, mais je voyais les images et je capotais. Mais on ne savait rien de ça encore ici. Et là, j'ai commencé à parler à mes collègues. J'avais dit, guys, il y a quelque chose qui va nous arriver, ça va changer notre vie, là. Guys, c'est vraiment sérieux, là. Et là, c'était quelques semaines ou mois avant que ça nous arrive. Je me rappelle, j'étais tellement angoissé de ça que j'ai eu un soir un appel de mes 2 collègues. Ils m'ont dit, Éric, as-tu besoin qu'on te prenne un rendez-vous avec un psychologue ou un psychiatre? Non, en toute honnêteté, ils me disent, Éric, je pense que tu exagères. Est-ce que tu as besoin peut-être d'un moment de break pour qu'on te... Vous étiez comme dans la paranoïa extrême là, pour eux, là, dans le sens que peut-être mal fondé. Oui, exactement. J'étais inquiet de quelque chose qui se passait ailleurs, puis... c'était plus gros que c'était. Tu exagères. Selon eux. Exactement. Puis comme je te dis, à partir de là, je ne faisais que lire là-dessus. J'avais oublié, je ne lisais plus et je ne parlais plus de cardiologie. Ce n'était que ça. Et je regardais et je suivais ce qui se passait en Italie comme un fou. Et comme j'ai des liens proches et de la famille en Israël aussi, Israël a été impliqué rapidement dans le développement des traitements et tout ça. Donc, j'avais comme des informations peut-être que mes collègues n'avaient pas. Et je suis dans une communauté également qui font des mariages énormes, qui se donnent la bise quasiment 3 fois quand ils se voient, même s'ils ne connaissent pas la personne. Et dans une communauté où le risque de répandre ce problème était majeur. Alors là, le jour 1, c'est quand j'ai
quand mes collègues m'ont dit que j'étais un peu débile, là, j'ai dit, OK, bon, c'est plate, là. C'est plate de se faire dire ça. Et là, ma fille, il faut le dire, je n'aime pas tellement parler de mes enfants beaucoup, mais j'ai une fille qui est immunosupprimée. Puis, je savais que c'est un problème. Ça pouvait être très problématique pour elle. Et j'ai un ami immunologue pédiatre à Sainte-Justine, un ami proche, qui est une sommité, qui va être en fait le chef des immunologues de l'Amérique du Nord prochainement, Elie Haddad. Donc, je lui ai posé la question, est-ce que je devrais m'inquiéter pour ma fille? Puis lui, il me dit, Éric, sincèrement, je suis aussi inquiet que toi, mais j'ai aucune idée de ce qui nous attend et ce qui nous arrive. Alors là, quand j'ai su que ma fille était invitée à un mariage de 500 personnes, incluant des gens qui venaient de New York, et là, on a commencé à entendre qu'il y avait des petits cas à New York, j'ai dit à ma fille, tu n'iras pas à ce mariage. Et là, bien sûr, ça a été la bataille à la maison. Ben oui. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai pris le micro. Je suis allé sur Facebook, dans ma petite communauté, et je me suis adressé directement à eux en disant, il faut qu'on soit responsable, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne peut pas... Et là, ça, alors là, j'ai eu comme un... Il y a eu comme un moment où il y a eu mixed emotion, et des émotions mixtes. Des gens dans la communauté qui disent, mon Dieu, comment est-ce qu'il peut se prononcer et nous gâcher des événements à venir? Et d'un autre côté, des gens qui étaient très intéressés à en savoir plus. Pourquoi tu es si inquiet? Alors, ça a commencé de manière banale dans ma communauté, comme ça. Et comme je ne lisais que là-dessus, je suis tombé un jour sur une communication italienne qui a mentionné que des autopsies ont été faites, chose qu'en Chine, ils ne faisaient pas parce que de crainte de répandre la maladie. Mais en Italie, ils ont fait des autopsies, ils ont vu que la COVID donnait beaucoup de petits caillots, des petits caillots qui faisaient partie du problème, du manque d'oxygène, que c'était une maladie qui pouvait être cardiovasculaire, avec des infarctus, avec des ACV, avec des caillots dans les poumons. Et là, ça venait me toucher directement. Oui, alors là, j'étais sur le métropolitain, tout banalement, et j'ai dit ça. Personne n'en avait parlé à date, ni les médias, ni on était loin de ça. Ça commençait à peine, et je me suis lancé, je me suis dit, peut-être qu'on commence à comprendre qu'il y a un phénomène cardiovasculaire. Ça ne vient pas de moi, ça vient d'Italie. Et là, j'ai été capté par un réseau français qui était pro-Raoult à l'époque, avec 120 000 views à peu près. De centaines d'amis, j'ai eu 120 000, 150 000, en une journée, 150 000 qui ont écouté ça. Et là, ça a été je ne savais plus comment contrôler ça. Non. Je ne savais plus quand ça a parti. Et là, ça a fait boule de neige et ça a déboulé. Alors là, ça m'a un peu dépassé. Et à un moment donné, je suis tombé en semaine de vacances. Et je me dis, qu'est-ce que je fais avec tout ça, là? Il y a plein de monde que je ne connais pas qui me pose des questions. Parce qu'il y avait sûrement des détracteurs aussi. Il y avait moi, je n'étais pas du tout pro-Raoult. Non. Mais ceux qui m'avaient capté étaient pro-Raoult. Et quand je dis que je n'étais pas pro-Raoult, parce que lui, Raoult s'était prononcé qu'on avait trouvé la solution facile, un traitement facile pour régler ça. Et je voyais qu'il n'y avait pas une base scientifique poussée derrière ça. Alors moi, j'étais contre. Alors à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec tout ça là? Plein de gens là, qui me posent des questions et qui me poussent. À un moment donné, je me suis prononcé, j'ai dit, ce que je vais faire pendant ma semaine de vacances, je vais faire une présentation PowerPoint, comme je fais pour tous les médecins, explicative à la population. Chose que je n'avais jamais fait avant. Je ne me suis jamais adressé à la population. Et j'avais fait un PowerPoint sur qu'est-ce que c'est la COVID, comment vous équiper, saturomètre, ça, alors que personne n'en parlait à l'époque. Et là, réellement, ça a fait boule de neige, et les gens ont capté ça, et tout d'un coup, on m'écrivait, puis des microbiologistes me parlaient, puis là, on s'est créé un réseau proche d'amis, qui sont tous des intervenants à la télé par la suite, alors que ce soit... Monsieur Vadeboncoeur, le docteur Vadeboncoeur. Vadeboncoeur a travaillé à Pierre Boucher auparavant, donc je le connais. Que ce soit Carl Weiss, que je connais très bien parce qu'il est de ma communauté et il parle comme microbiologiste au Jewish, et que ce soit Elie Haddad à Sainte-Justine, bref, tout un réseau d'amis, et ça a été très important ce réseautage parce qu'on s'est supporté à travers la COVID. Michael Bensoussan, gastro-entérologue qui parle dans les médias,
un ami proche, lui aussi faisait partie de notre clique et a fait partie des premiers podcasts qu'on a fait. Alors, comment on est arrivé au podcast? Ça, j'aimerais ça peut-être expliquer ça. Donc, au début, c'était vraiment... ça s'est passé du communautarisme à quelque chose qui a pris une ampleur dans la société. Et ça a fait boule de neige avec des gens proches de moi, de l'hôpital. Puis, bien sûr, on sait comment les réseaux s'étendent. Et puis là, les gens me posaient des questions. Ils n'arrivaient pas à croire que je répondais. Je répondais aux gens. Je répondais, mais en gardant une certaine distance. Et puis, donc, les gens ont aimé le fait que, bon, tiens, regarde, un médecin qui nous donne l'heure juste et qui... Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que les gens ont besoin maintenant? Ils ont besoin de savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux. Quelle est vraiment la situation des hôpitaux? Alors, je me suis engagé, je leur ai dit, je vais vous transmettre régulièrement la situation de mon hôpital et c'est probablement que ça reflète la situation dans la province. Et puis, les gens m'ont suivi. Les médias ont embarqué. Puis, parce qu'il y avait beaucoup de désinformation aussi dans les médias, donc il y avait cette bataille-là à livrer aussi. Exactement. Donc, alors, la désinformation est apparue et je dirais, malheureusement, la désinformation a commencé souvent par des médecins. Hein. C'est souvent, à la base, des médecins, pas beaucoup au Québec. Ceux qui ont débuté le bal de la désinformation ont été beaucoup des médecins influents en Europe. Et ils ont été pénalisés que 3 ans plus tard de leur désinformation et de leurs propos. Alors, autant la désinformation sur la COVID et les traitements que la désinformation quand les vaccins ont débuté, ça a été vraiment très difficile de lutter contre la désinformation parce que ça venait de certains spécialistes qui avaient un nom établi et plus que le tien souvent. Mais moi, je faisais beaucoup de recherches cliniques. Dans ma pratique, j'ai fait beaucoup de recherches cliniques avec une certaine rigueur. Et quand je lisais quelque chose, j'allais voir la recherche, je disais, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'à partir de cette étude-là, qu'ils puissent établir et dire à des gens que c'est la norme, qu'on a trouvé la solution. Et je disais simplement, attention à ce que vous lisez, attention. Et là, il s'est créé un réseau, puis un des réseaux, un des résidents actuellement en médecine, Mathieu Nadeau-Vallée, qui ensuite a été invité à Tout le monde en parle, puis qui a été invité à... Ben, lui m'a écouté parler, m'a dit, quand je t'ai écouté sur la métropolitaine, c'est là que ça a ouvert mes yeux, et il s'est intégré dans mon réseau, puis lui, il s'est occupé de la plateforme TikTok. Et lui a lutté contre la désinformation sur TikTok. Moi, ça me dépassait TikTok. Mais lui... C'est trop court aussi, c'est pas... Il savait comment exprimer en 3 minutes et faire une vidéo en 3 minutes sur une désinformation et l'attaquer. Et on est devenus amis. On se supportait. Et laissez-moi vous dire que ça n'a pas été facile. Il y a eu des hauts et des bas. J'ai eu des journalistes qui m'ont dit... Parce que moi, j'acceptais tout le monde comme ami, demande d'amitié. À un moment donné, je ne pouvais plus. Il y avait 5000. On n'a plus le droit d'accepter des amis. Donc, les autres deviennent des... Mais j'ai des amis... Maintenant, tu as des gens qui sont, sont dévastateurs. Exactement. Donc, j'ai eu des journalistes même qui étaient parmi mes followers qui m'appelaient et disaient « Hey, dans vos amis, je ne sais pas si vous le savez, mais un tel, là, c'est des gens menaçants. Ils peuvent vous jouer des tours, là. » Et j'ai eu des appels au bureau pour demander est-ce que c'est là que Dr Sabat travaille. Je ne savais pas trop pourquoi. Et puis, il y a eu des anecdotes aussi. Je peux vous raconter une anecdote. Oui. Il y a eu une période où la COVID commençait à baisser, parmi les multiples vagues, mais la première descente à l'hôpital Pierre-Boucher, on commençait à voir qu'il y avait les nombres qui diminuaient. Et là, les gens revenaient pour d'autres... Parce que les gens avaient disparu de l'urgence. Ils ne voulaient rien savoir de venir à l'urgence. C'était fini, les infarctus, les angines. Il n'y en avait plus. Les besoins cardiaques. Non, on ne les voyait plus. L'urgence était libérée et il n'y avait que des gens qui venaient parce qu'ils pensaient avoir la COVID. Et à un moment donné, on voyait plus de gens venir à l'urgence et ça baissait. La COVID baissait dans l'hôpital parce que nous, on garde le nombre de COVID dans l'hôpital était écrit aux soins intensifs tous les jours. Alors, j'ai dit, tiens, aujourd'hui, je vais aller me prononcer. Je dis à Pierre Boucher, je peux vous dire qu'on voit vraiment une baisse des cas de COVID qui viennent actuellement à l'urgence et dans l'hôpital. Et là, ça fait parler. Le lendemain, par contre, la presse, en première page...
À Pierre-Boucher, les urgences débordent de patients. Et puis là, les gens, et peut-être même que le journaliste mal informé, ont fait le lien, déborde de patients Covid. Alors que la veille, j'avais dit que ça baisse. Alors là, comment les gens ont capoté, comment ça, Alors là, j'ai dû aller justifier. J'ai repris la parole le lendemain et j'ai dit, bon, regardez, l'urgence déborde tout le temps. C'est pas nouveau que les urgences débordent, là. Mais là, les urgences débordent parce que les gens reviennent pour des problèmes qui traînaient depuis longtemps. Ils avaient peur de venir. Maintenant qu'il y a moins de COVID, oui, l'urgence déborde, mais la COVID diminue. Et donc là, ce qui est arrivé, c'est que pendant 24 heures, tout le monde a dit « Ah, finalement, quelqu'un qui parle contre les médias, un médecin qui dit la vérité, les médias qui disent des mensonges. » Et là, je ne savais plus donner de la tête. J'ai dit, oh my God. Dès qu'il pouvait prendre quelque chose. Cherry picking. C'est ce qu'on appelle du cherry picking. Et là, sans le savoir, j'ai été contacté à ce moment-là par un média de Québec qui est un média de désinformation. Puis j'ai accepté de donner l'entrevue sans savoir qui c'était. Toujours avec le bon vouloir. Le bon vouloir d'être simplement. Et puis là, je réalisais l'entrevue avancée. Puis là, j'essayais de peser mes mots. Vous voulez vous faire dire des choses nécessairement pour... Alors, tu peux comprendre comment... ça a été une période où, à un moment donné, ça m'a submergé, et je n'étais pas le seul, parce que même sur TikTok, Mathieu Nadeau-Vallée a été submergé. Il fallait se battre constamment, se battre. Et c'était très hargneux, c'était très haineux. Hargneux, ça devenait même personnel. Puis là, les gens me disaient, me donnaient conseil. Ils me disaient, attention, arrête de perdre ton temps avec ça. Tu perds du temps et de l'énergie, mais c'était devenu comme une passion, mais en même temps une maladie. Là. C'était devenu un passe-temps. Alors, comme j'avais du feedback, des gens qui me remerciaient et des gens qui m'appelaient, là, qui me textaient « J'ai la COVID, qu'est-ce que je dois faire ?» Je leur donnais des guides, va t'acheter ci, va te faire ça, voici, as-tu ça, as-tu ça. Individuellement, je répondais à beaucoup de gens. Et donc, d'un côté, ça me drivait, mais de l'autre côté, plein d'insultes. Plein de gens qui disent « Ah, il a déjà donné une conférence pour Pfizer dans le passé, regardez, il est biaisé. » Puis là, ils vont gratter, et puis des insultes. Et puis là, je me disais « Bon, est-ce que ça vaut la peine ?» Tout ça, c'est des choses qui viennent et qui partent. Il n'y a rien qui reste. C'est des dialogues, mais rien qui reste. Puis souvent, c'est cristallisé, ces gens-là. On ne peut pas leur faire entendre et raison. Voilà. Et là, on m'a dit, bon, ça là, il y a des gens, tu ne pourras jamais changer. Mais même moi, j'en revenais pas à quel point ça a fait boule de neige, parce que même ma direction hospitalière est venue un jour... Moi, je me suis toujours demandé, qu'est-ce qu'ils en pense l'hôpital, que je parle comme ça publiquement? Est-ce que les gens disent, mais vous êtes payé par qui, vous? Par l'hôpital, par Pfizer? Non, je ne suis pas payé pour parler. Non. Mais je me suis toujours demandé, qu'est-ce qu'ils en pensent à l'hôpital, que je parle de la situation dans l'hôpital? Est-ce que... J'ai jamais eu vraiment la direction qui m'a dit quoi que ce soit, qui a interféré. Et un bon jour, j'ai eu un appel de la direction, et là, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils m'ont demandé, pourriez-vous rencontrer une infirmière pour qui, culturellement, c'est impossible de recevoir le vaccin, et la rencontrer individuellement pour lui parler. Je dis, waouh, hey, je suis rendu là. C'est rendu qu'ils me suivent aussi, puis ils savent que j'ai parlé, puis aidé des gens, puis alors donc... c'est ces moments-là qui te refont dire « Wow, tu fais une différence ». Et ce genre de faire une différence... Qui vous amène à persévérer, à continuer après. Oui, exactement. Ouais. Et quand j'ai été submergé, à un moment donné, et ça a donné en même temps que les vaccins arrivaient, puis les vaccins pédiatriques. Alors là, quand les vaccins pédiatriques... Ça, c'est une autre affaire. Vacciner les enfants. Wow. Qu'est-ce que ça va être comme bataille si on ose parler de ça? Là, je me suis tourné vers mon ami immunologue pédiatre. Je me suis dit, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, vaccine-les tout de suite, tes enfants. Il a dit, tu t'en fous des autres, mais pour toi, je te conseille tout de suite. Et il savait très bien, il savait ce que c'était que les vaccins ARN, il savait qu'on ne pouvait pas avoir quelque chose de mieux, etc. On avait vu les dangers dans certains vaccins, ça avait été écarté. Mais je lui ai dit, écoute, Élie, on ne peut pas s'embarquer dans une bataille comme ça, là, dans les réseaux encore. Je n'ai pas la force. Je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on enregistre quelque chose ensemble et après,
les gens qui voudront l'écouteront. Ils vont consulter. Et ils vont consulter, puis il n'y a personne qui va m'emmerder avec des commentaires, excusez-moi les gros mots là, mais personne ne va venir, je ne vais pas me battre. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'enregistrer. On ne savait pas sous quel format, mais j'ai dit, tiens, podcast, on va essayer ça, podcast. On n'a pas tellement envie de se faire voir. Ça a été le premier podcast, puis ça a été waouh. La réception était phénoménale. À tel point que même un podcasteur de Radio-Canada m'a appelé et me dit, c'est quoi vos chiffres? Moi, c'était impressionnant. La réception de ce podcast-là, phénoménale. Il faut dire qu'il est un phénomène, Élie Haddad. C'est quelqu'un. Il est drôle, il est smart. Faudrait que je l'invite. Oh oui, il faudrait. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un et il va devenir, comme vous savez, le premier Canadien à être chef des immunologues dans toute l'Amérique du Nord. Et c'est un genre de médecin, comment dire... comment s'appelait ce film-là? Parce que c'est Sainte-Justine qui travaille, mais avec les enfants. Patch Adams? Un genre de Patch Adams, mais brillant. Okay. Et puis donc, c'est un brillantissime. Enfin bref, je le vante parce que je l'adore. Et puis, lui a lancé mon podcast, puis ça a été wow. Depuis... bien sûr, ça ne rejoint pas autant de monde. Chaque sujet dont on parle va rejoindre des gens qui veulent l'écouter. Mais avec un bon titre, parce que votre podcast s'appelle « À votre santé », donc c'est vraiment bien. J'ai voulu vraiment être là pour les gens. Puis bref, alors donc, j'ai découvert c'est la première fois que je me fais inviter. C'est la deuxième fois que je me fais inviter pour être, disons, de l'autre côté. Mais j'ai découvert que j'aime ça, poser des questions, et j'aime venir sans préparation. Parce que les gens me demandent, mais de quoi tu vas me parler? Quelles sont les questions que tu vas me demander? Je dis, arrête, tu connais tout ça, tu n'as pas besoin de savoir. Même moi, je ne sais pas. Je vais te demander ce qui me vient par la tête, puis on va parler, puis les gens vont prendre leur temps d'écouter, s'ils viennent une fois, deux fois, trois fois, mais le feedback est très bon, parce que c'est rare d'entendre des médecins parler sans filtre. D'avoir accès sans que ça soit ça humanise la médecine aussi, puis ça vulgarise aussi la médecine pour monsieur, alors, madame, c'est pas tout le monde qui a des talents de pas tout le monde qui a des talents de vulgarisation, c'est vrai. Il y a des médecins qui, même dans les médias, ont parlé publiquement. C'était un peu, ça passait comme un peu froid, comme un peu, c'est tout le temps un peu pessimiste. Je voyais certains, très scientifiques, très scientifiques. Alors je voyais certaines interventions par des médecins qui finalement dans la population ça passait plus ou moins bien parce que c'était très dirigiste, attention. Moi, je voulais pas faire ce genre de choses. Je voulais simplement donner le reflet, informer, donner le reflet, sensibiliser. Puis, et Élie Haddad aussi, il a dit, si les gens comprennent, ils vont accepter. Mais si on leur impose, ils vont jamais accepter. S'ils vont jamais accepter de donner un vaccin à leur enfant, si on leur impose, mais s'ils comprennent, si on met la COVID d'un côté et le vaccin de l'autre et qu'on leur explique qu'on est en train de leur donner une petite particule d'un bord et toute la balle de tennis de l'autre bord, et cette particule, c'est une petite particule de la balle de tennis, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Alors, quand les gens comprennent, les gens acceptent. Et puis, donc, c'était avec cette idée-là qu'on a abordé ce podcast pour vulgariser. Donc, bon, la difficulté, c'est qu'il faut que je sache choisir aussi mes invités. C'est pas tous les médecins qui sont des bons vulgarisateurs. Alors, je prends mon temps. Je me donne pas d'horaire. Je vois que vous produisez beaucoup de podcasts. C'est sûr qu'en médecine, je peux pas en produire autant. Je prends mon temps et puis j'y vais. Mais j'aime ça pour le plaisir, parce que c'est important, justement, quand ça fait des années qu'on est en médecine ou dans un autre domaine comme moi, de se faire plaisir en tant qu'individu, puis de faire des choses qui nous font vibrer aussi. Puis ça fait partie de... écoutez, c'est comme moi. C'est comme moi. Vous sortez de là enrichi vous-même. Tous les témoignages que vous devez entendre... c'est incroyable. C'est des belles rencontres. Témoignages de vie qui vous enrichissent. Et c'est la même chose pour moi. Ça nourrit énormément les êtres humains que nous sommes. Absolument, et vice-versa. Absolument. Moi, quand j'invite un gastroentérologue et qu'on parle de gastro, moi, je pose des questions générales et puis j'apprends.
J'apprends et ça me touche. Et puis donc, ça m'enrichit. Si un jour, ça pourra compter comme éducation médicale continue, tant mieux. Oui, c'est ça, oui, exactement. Tant mieux. Oui, ça pourrait mais être pour le moment, c'est pas le cas. Mais bon, je pense qu'il y a d'éducation médicale continue qui peut se donner sous cette formule. Ça n'a pas besoin d'être surtout toujours pour les jeunes rigoureux. médecins, ça fait partie tellement de leur génération. Maintenant, Oui, les médias exactement. sociaux... Exactement. Alors, dans les médias sociaux, il faut faire très attention. Et puis, c'est comme il y a des phases. Là. On est passé de Facebook à TikTok. TikTok qui rejoint des millions. Facebook qui rejoignait des milliers. TikTok des millions. Et là, c'est l'intelligence artificielle qui s'en vient. Alors là, c'est un autre chapitre où il faudra faire attention. Parce que là, les gens veulent une chose. Ils veulent poser leurs questions à quelqu'un. Non, plus de médecin de famille. Et ils veulent avoir une réponse. Oui, puis beaucoup vont s'en aller sur les réseaux sociaux. Ils vont aller alors, il y en a qui vont aller sur les réseaux sociaux, puis là, moi, je déconseille complètement parce que là, vous ne savez pas qui vous répond. Et vous ne pouvez pas savoir, à moins que ce soit quelqu'un d'accrédité, que vous savez, de confiance. Mais c'est rare que quelqu'un va se lancer à vous répondre individuellement s'il est médecin. Et on ne prend pas ce risque de donner des réponses individuelles. Donc, de s'auto-diagnostiquer non plus au téléphone. Alors c'est rare que vous aurez quand vous... Alors, si vous posez la question à une intelligence artificielle, j'ai fait le test. Ça reste un peu vague parce qu'on vous donne beaucoup d'options, mais ça finit par dire souvent, allez consulter tel médecin ou tel médecin. C'est bien fait. Il faut pas se le cacher. L'intelligence artificielle est en train d'exploser, puis va être un outil... Quand même révolutionner plusieurs domaines. Ça va être un outil qui va révolutionner autant le droit que la médecine et tout ça. C'est certain. Mais pour le moment, on n'est pas à aller poser des questions et prendre les réponses justes, ni sur les réseaux, ni sur ChatGPT ou quoi, parce que il faut faire attention. La médecine, c'est complexe. C'est complexe. Pour deux mêmes symptômes, il s'agit de palper une chose sur un corps qui peut changer le diagnostic. Alors, c'est pas juste des symptômes. Il y a un examen physique qui vient avec, et ça se fait pas par téléphone tout de suite. C'est pour ça que la télémédecine, qui a pris de l'ampleur, là... les gens adorent ça, la télémédecine. Oui, puis apparemment que ça fonctionne quand même bien dans Alors moi, je dirais, et là, c'était justement mon dernier podcast que je viens de libérer la nuit dernière là, sur les lipides, le cholestérol. Moi, je dirais que la télémédecine, ça marche bien quand c'est une médecine de chiffres. Par exemple, quand il s'agit de traiter la tension artérielle, le cholestérol, on vise des chiffres. On vise des chiffres qu'on peut adresser par des prises de sang et ajuster les médicaments. Et on peut le faire beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux par télémédecine qu'en présentiel, parce qu'on ne peut pas voir les patients en dedans de 6 mois, ils ont de la misère à avoir un rendez-vous. Alors qu'en télémédecine, on peut les appeler le mois prochain, dire « Ah, voilà, vos prises de sang, ça donne telle chose. On va donc ajuster vos médicaments plus vite et on va atteindre des cibles plus rapidement. Avoir une meilleure médecine, plus rapide, bénéfice plus marqué. » Mais d'un autre côté, j'ai vu tellement de patients qui n'ont pas vu leur médecin de famille. Moi, on continue à faire le présentiel en cardiologie, là, avec nos masques et tout ça. Et on ne peut pas tout voir. En télémédecine, les patients ne s'expriment pas complètement. Et puis donc... on ne peut pas palper non plus. On ne peut pas examiner. Donc, alors, c'est vraiment, pour certains domaines, ça marche. On ne peut pas généraliser la médecine en télémédecine. C'est délicat et c'est dangereux. Alors, nous nous retrouverons pour une deuxième partie en compagnie du docteur Éric Sabat.